Nous sommes le 11 janvier 1993 et le soleil se lève tout juste à Preveux-Saint-Moens, une ville qui se situe dans l'Ain. Il est environ 4 heures du matin et la route Bellevue est incroyablement calme. En même temps, il est assez tôt, hein. Même les chats errants ont déserté les lieux, tout est super calme. Les seuls bruits qu'on peut entendre sont ceux des éboueurs qui circulent dans les rues. Ils commencent leur tournée. Et les éboueurs font leur travail un petit peu mécaniquement, sans vraiment réfléchir. Ils vident les bennes, ils ramassent les déchets, et puis ils repartent pour faire la même chose quelques mètres plus loin. Mais, rapidement, l'un d'entre eux sent une odeur un petit peu bizarre, on va dire ça comme ça. Il inspire, là, il fait « ça sent l'essence ». Et non, il ne se trompe pas, ça sent vraiment l'essence et le bois brûlé. Et là, forcément, il se pose la question, mais d'où vient cette odeur? Et c'est là qu'il remarque une lumière aveuglante. À l'angle du chemin de la Ravoire, une maison est littéralement en train de brûler. Immédiatement, l'homme sort son téléphone, il appelle le 112, c'est une situation urgente. Peut-être que les habitants de la maison sont toujours à l'intérieur. Et il ne faut que 10 minutes aux pompiers pour arriver sur les lieux. Alors autant dire que la situation est vraiment grave. Non seulement la maison est ravagée par les flammes, mais l'incendie est si intense qu'une partie du toit s'est effondrée. Après, ce sont des pompiers, ils ont vu pire, ils se mettent en mode travail. Donc ils se mettent à inspecter les lieux. Au rez-de-chaussée, les portes et les fenêtres sont barricadées, donc impossible d'entrer par là. Mais à l'étage, un volet est entrouvert. Donc ni une ni deux, ils déplient la longue échelle et l'un d'entre eux arrive dans une chambre qui est littéralement envahie de fumée. Le pompier commence à asperger la zone avec sa lance et c'est là qu'il remarque une forme humanoïde. On dirait qu'une personne est allongée sur le lit. Cette personne, c'est le propriétaire des lieux, le docteur Jean-Claude Roman. Visiblement, le cardiologue est encore en vie et c'est presque un miracle. Malheureusement, sa femme Florence et ses 2 enfants, Caroline, 7 ans, et Antoine, 5 ans, n'ont pas eu cette chance, ils sont tous décédés. Du coup, les pompiers se concentrent sur l'unique survivant, Jean-Claude. Et justement, il est conduit à l'hôpital de Genève, et là, il est plongé dans un coma artificiel. Jean-Claude est inconscient. Et pendant ce temps-là, peu à peu, les fils d'un mensonge long de 18 ans commencent à se défaire. C'est vraiment un mensonge idiot, un mensonge de garçon de 18 ans, mais ce mensonge va lui coûter le reste de sa vie. Attention, cette histoire est pleine de rebondissements, accrochez-vous bien. Jean-Claude Roman est né le 11 février 1954 à Lens-le-Saunier, et dès sa naissance, il est vraiment très gâté. C'est un enfant unique, il grandit dans un foyer très aimant, et ses parents font tout pour qu'il ne manque de rien. Vraiment de rien. Il est vraiment adoré par ses parents qui lui trouvent toutes les qualités possibles. Ils le trouvent beau, gentil, intelligent et surtout ils veulent tout faire pour que leur fils soit pleinement épanoui, qu'il ait les meilleures chances dans la vie. Et Jean-Claude le leur rend bien. C'est un garçon brillant. Il est toujours premier de la classe et c'est la fierté de ses parents, quoi. C'est Jean-Claude, ok? Jean-Claude décroche son baccalauréat en 1971 avec 1 an d'avance. Ses parents sont vraiment comblés. Et suite à ça, il fait une année préparatoire au prestigieux lycée du Parc de Lyon. Le problème, c'est que là, les choses changent un petit peu. Là, il se heurte au monde réel. Dans sa petite ville, c'était assez facile pour lui d'être un excellent élève, mais là, il est entouré des meilleurs, et donc il devient un élève plutôt moyen, plutôt classique. Et ça, il ne le supporte absolument pas. Et donc il décide tout bonnement de quitter cette prépa. Cet incident nous donne un petit indice sur sa personnalité. Comme vous pouvez le voir, Jean-Claude a beaucoup d'ego. Malgré tout, il ne baisse pas les bras. Vu qu'il a d'excellentes notes, il entre sans grande difficulté à la faculté de médecine de Lyon. Et les 2 premières années se passent super bien, franchement. Il cartonne en cours, il est apprécié autant par ses professeurs que par les autres élèves, il se fait facilement des amis, et en plus, ses parents lui ont acheté un appartement à Lyon pour qu'il n'ait besoin de s'inquiéter de rien. Pas de loyer à payer, la vie d'aloca quoi. On appelle ça la Dolce Vita même je dirais. Vraiment, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, vient l'examen de passage en 3e année. C'est là que tout change. Chose très étrange, Jean-Claude ne se présente pas à cet examen. Ses amis sont assez surpris de ne pas le voir dans la salle, mais bon, après tout, il a peut-être révisé toute la nuit, et peut-être qu'il a oublié de mettre son réveil, et au pire, c'est pas très grave, il pourra se rattraper à la session de rattrapage, justement. Mais là, pareil, Jean-Claude ne se présente pas aux examens de rattrapage. Alors comment ça? Le premier de la classe, Jean-Claude, qui rate ses examens, what the fuck quoi? Il doit y avoir une bonne explication. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer là dans sa tête? En fait, Jean-Claude est en plein chagrin d'amour. Et je vais vous expliquer ça, c'est important. Alors depuis toujours,
il a un petit crush pour une certaine Florence Crowley. Et vu qu'ils sont cousins par alliance, il la connaît depuis toujours. Le truc, c'est que Jean-Claude, c'est un garçon plutôt timide. Il n'a jamais vraiment osé avouer ses sentiments à Florence. Mais là, il a 21 ans, c'est un brillant étudiant en médecine, et ça lui donne de la force. Donc, notre JC national prend son courage à deux mains, il se lance, et il fait bien car Florence dit « Oui, je veux bien aller à un petit date avec toi ». Alors là, il flotte sur un petit nuage. La fille de ses rêves a accepté de sortir avec lui, de devenir presque sa petite amie. Ils vont à un rendez-vous, puis à un deuxième rendez-vous. Finalement, Florence finit par le friendzoner. Coup dur pour Jean-Claude, hein. Il a le cœur brisé et il passe tout un semestre reclus dans son appartement d'étudiant. Il n'a plus faim, il n'a plus aucune motivation, c'est vraiment la catastrophe. Forcément, un de ses amis finit par débarquer chez lui, hein. Ce manque de sérieux ne lui ressemble pas, quoi. C'est bizarre. Il frappe à la porte, Jean-Claude lui ouvre et lui dit « Mais Jean-Claude, ça fait des semaines que tu ne viens plus en cours, mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est là que son ami va prononcer le premier d'une longue série de mensonges. Jean-Claude lui répond « En fait, Thierry, j'ai un lymphome. Autrement dit, une tumeur. » Forcément, ce fameux Thierry est choqué et il compatit. Il prend Jean-Claude dans ses bras et il lui dit « Mais mon pote, tu peux compter sur moi en fait. » Peu à peu, la nouvelle se répand au sein du petit groupe d'amis et forcément, Florence finit par apprendre que son ex-petite amie est en train de lutter contre un cancer. Et là, petit à petit, d'abord pour le soutenir, elle revient vers lui. Après 3 mois à vivre comme un ermite, Jean-Claude est enfin de retour à la fac. Et surtout, il est bras dessus, bras dessous avec sa chérie Florence, la femme qu'il adore, quoi. Le hic, c'est qu'entre-temps, il n'a pas vraiment rattrapé son retard. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Vous l'avez compris, Jean-Claude ne se présente pas à son examen de passage en 3e année et il échoue. C'est là que le second mensonge commence. Celui qui ruinera le reste de sa vie et conduira au décès de sa femme, de ses 2 enfants et de ses parents. Au lieu de tout simplement repasser l'examen, Jean-Claude fait croire à tout le monde qu'il a eu sa 2e année. Il dit à ses amis, à sa petite amie et même à ses parents qu'il est désormais étudiant en 3e année de médecine. Vu qu'il a toujours été un excellent élève, tout le monde le croit. Pour tous ses proches, Jean-Claude a réussi son examen comme d'habitude. De 1975 à 1986, soit durant 12 ans, il se réinscrira en 2e année de médecine. Et en parallèle, il fait croire à son entourage qu'il progresse dans ses études. C'est pas du tout le cas. Pendant 12 ans, il va faire semblant de devenir médecin et il va même prétendre s'être spécialisé en cardiologie. C'est juste totalement fou. Chaque jour, il va à la fac, il s'assied dans les amphis, il prend des notes. En période d'examen, il s'arrange même pour traîner dans les halls avant et après les compositions. Comme ça, il peut parler à ses amis, leur dire « Ouais, cet exercice-là, ouais, j'ai réussi, celui-ci, je sais pas trop. » Et il est tellement bon dans son mensonge qu'il révise même avec Florence et ses amis, qui eux, sont réellement en train de devenir médecins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du degré d'organisation qu'il faut pour maintenir un tel mensonge pendant autant d'années. C'est énorme. Et je vous avoue que je me suis demandé pourquoi exactement Jean-Claude avait fait ça. Pourquoi ne pas simplement avoir repassé son examen l'année suivante, par exemple? Et après analyse, je crois que c'était une question d'ego. Ok, c'était une question d'ego. De l'avis de tous ceux qui l'ont côtoyé, Jean-Claude était vraiment très brillant. Et il avait l'habitude d'être dans le top. Il avait l'habitude d'être félicité. Je pense qu'à la longue, ça lui a donné la grosse tête, ok? Du coup, quand il a raté ses examens, qu'il n'a pas pu passer au niveau 3, il l'a très mal vécu. Il était trop fier pour admettre qu'il avait failli, il était trop narcissique pour redoubler une année, et il s'est enfermé dans le mensonge. Et surtout, il n'en est plus jamais sorti. En 1980, Jean-Claude Roman épouse Florence Crowley, la femme qu'il aime depuis toujours. Pour tout le monde, c'est le couple idéal. Elle est pharmacienne, lui est médecin, un médecin si talentueux qu'il a été engagé par l'OMS et l'INSERM dès la fin de ses études. Ouais, un médecin très talentueux quoi. En parallèle, l'un de ses anciens professeurs de médecine lui a même dégoté un poste d'enseignant à l'université de Dijon. En 1986, le couple accueille son premier enfant, Caroline, et 2 ans plus tard, le petit Antoine arrive. De la vie générale, Jean-Claude
est une vraie perle. Il est intelligent, il est calme, c'est un bon père, c'est un bon mari, et surtout, il est d'une humilité exceptionnelle. Voilà, c'est une légende de la cardiologie, mais il ne se vante jamais. Il préfère laisser les autres briller. Bon, vous comme moi, à ce stade, nous savons que tout ça est totalement faux. Moi, je ne suis pas danseuse étoile, et Jean-Claude Roman n'est pas cardiologue, ok? Jean-Claude est encore et toujours dans ses mensonges. Il ne s'arrête pas, et il s'enfonce même de plus en plus. Jean-Claude fait imprimer des cartes de visite, et même un faux tampon médical. De temps en temps, il rentre à la maison et il dépose des brochures de l'OMS sur la table de la cuisine, voilà, pour prouver qu'il était bien au travail, hein. Jean-Claude travaille très dur pour entretenir ce mensonge. Il a même des connaissances vraiment poussées en médecine. Petit exemple, un jour, il va discuter avec un vrai cardiologue et après cet échange, le vrai cardiologue dira de Jean-Claude qu'il est si intelligent, si brillant, qu'il se sent petit à côté de lui. Le mec soignait vraiment son personnage. Ni sa femme, ni ses enfants, ni ses parents, ni ses amis de la fac n'ont jamais eu le moindre doute. Chaque matin, il se lève, il s'habille, il démarre la voiture, il va au travail. De temps en temps, il a des missions spéciales à Tokyo ou à New York pour assister à des congrès de médecine et à chaque fois, il revient vers sa famille avec les bras chargés de cadeaux. Vu que moi je sais que ce sont des bobards, je me suis posé 2 questions. Comment se déroulaient vraiment les journées de Jean-Claude? Parce qu'il faut savoir que Florence faisait quelques gardes par-ci par-là, mais elle était essentiellement mère au foyer, elle était presque toujours à la maison. Donc il était impossible pour Jean-Claude de rester à son domicile. Quand le fameux médecin sort pour aller au travail, en fait, il zone. Il roule durant plusieurs heures, parfois il se gare sur un parking et il y passe sa journée. Et puis, il rentre. De temps en temps, pour se dégourdir les jambes, il va se balader en forêt, ou alors pour maintenir son masque, son personnage, il va dans les locaux de l'OMS et il ramasse des prospectus qu'il peut après balancer à gauche à droite dans sa cuisine. Bien sûr, c'est lui qui a choisi cette vie, mais je peux pas m'empêcher de trouver ça super triste, quoi. 18 ans à zoner sur des parkings 5 fois par semaine, 18 ans à attendre que les jours défilent, c'est vraiment super triste, quoi. Reste la question des finances. Dès le départ, Jean-Claude a pris en charge toutes les dépenses de son foyer. Ego oblige, il voulait prouver des choses à Florence. Le truc, c'est que, puisqu'il n'était pas réellement médecin à l'OMS, il n'avait pas le salaire qui va avec. Alors, comment est-ce qu'il payait pour tous les voyages, les jouets et puis les charges quotidiennes de la famille? Sans grande surprise, Jean-Claude Roman était un escroc. Au départ, il se contentait seulement de prendre de l'argent sur le compte bancaire de ses parents, chose qu'ils ont mis du temps à remarquer visiblement. Et puis ensuite, pour renflouer ses caisses personnelles, il a décidé de vendre son appartement d'étudiant à Lyon. Grâce à cette vente, il a pu empocher environ 300 000 francs. À cette époque, sa femme et lui vivent dans un appartement plutôt classique, dans un quartier de la classe moyenne. Rien de fou, mais ça va quoi. Le souci, c'est qu'en tant que médecin de l'OMS, il aspire à une vie meilleure. Et aussi, vu qu'il dépense de l'argent mais n'en gagne pas, il est franchement sur le point de se retrouver à sec. Heureusement, Jean-Claude est un petit malin. Vu que le siège de l'OMS est à Genève, en Suisse, il a une idée brillante. Lors des dîners entre amis, il commence à glisser des remarques sur les super plans d'investissement auxquels il aurait accès. En Suisse, il est devenu proche d'un banquier qui lui permet de faire des placements à 18%. C'est énorme, c'est 6 fois plus que le livret A. Jean-Claude est super malin. Il n'en parle pas trop, juste de temps en temps, comme ça, le temps de laisser l'idée germer dans les esprits. Il n'insiste pas, il ne demande pas d'argent. Son beau-père, Pierre Crollet, est le premier à tomber dans le panneau. Il confie ses économies, soit 400 000 francs, à celui qu'il a toujours considéré comme le boss des boss, le gendre idéal. Les frères de sa femme vont, eux, leur donner 15 000 francs chacun. Et grâce à ses talents d'orateur, Jean-Claude Roman va même réussir à convaincre sa maîtresse. Ouais, ça c'est un nouveau secret, un mensonge dont je ne vous ai pas parlé, un mensonge par omission. Depuis quelque temps, Jean-Claude fréquente une dentiste du nom de Chantal Delalande. Et justement, elle a empoché 900 000 francs suite à la vente de son cabinet. Bien sûr, Jean-Claude met rapidement la main dessus et lui dit « T'inquiète ma chérie, je vais te rapporter de l'argent en fait. Ces 900 000 francs, t'inquiète même pas, ils vont devenir 1 milliard de francs. » Vous l'avez compris, Jean-Claude Roman est riche d'un argent qui ne lui appartient pas.
mais il est riche quand même. Très vite, il achète un pavillon à Prèves-Saint-Maurice dans une zone assez chic. Dans le nouveau quartier de Jean-Claude, on retrouve des entrepreneurs à succès, des fonctionnaires internationaux, des héritiers. En fait, c'est un quartier où vivent les riches qui n'aiment pas forcément étaler leur fortune. Vous voyez un petit peu le délire. C'est le lieu parfait pour lui. Jean-Claude vit vraiment sa meilleure vie avec l'argent de ses victimes. Sauf que la chance devait bien finir par tourner. Nous sommes en octobre 1988 et Pierre Crollet, le beau-père de Jean-Claude, lui dit quelque chose qu'il ne pensait pas entendre. « Écoute mon petit, j'aimerais bien que tu me redonnes mon argent là en fait. Ok, les investissements c'est cool, mais moi j'ai bien envie de m'acheter une belle voiture de sport. » Jean-Claude est un peu fébrile, mais il lui dit quand même « Ok, pas de problème, on peut se voir le 23 octobre si tu veux, et comme ça on règle tout ça. » Le jour J, Pierre Crollet meurt d'une chute dans les escaliers de sa résidence secondaire. Et au moment des faits, il n'y a qu'une autre personne présente avec lui, Jean-Claude Roman. Bon, je ne dis rien, je n'accuse personne, mais on est bien obligé de constater que ça arrange bien les affaires de notre JC. Après la mort de son beau-père, le gentil Jean-Claude se charge de la vente de la fameuse maison, la résidence secondaire où a eu lieu le drame. Il obtient 300 000 francs et il se propose de placer cet argent en Suisse. Jean-Claude, il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Passons à une histoire vraiment terrible. L'un des oncles de Florence est atteint d'un cancer en phase terminale. Et le gentil docteur Roman va lui proposer un traitement expérimental. Un traitement qui fait ses preuves, mais qui coûte très très cher. Il peut le soigner s'il est prêt à débourser 15 000 francs le flacon de gélules. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est du bluff et le pauvre homme finira par mourir après avoir vidé le compte épargne de sa femme. Mais Jean-Claude s'en fiche. Il dépense entre 45 000 et 67 000 francs par mois, c'est énorme. Alors il doit bien maintenir ce train de vie, hein, vous vous en doutez un petit peu. Bon, soyons clairs, il est impossible de maintenir un tel mensonge ad vitam aeternam. À un moment donné, des fissures vont forcément commencer à apparaître. Jean-Claude a tellement pompé le compte bancaire de ses parents qu'ils sont sur le point d'être interdits bancaires. En plus de ça, sa maîtresse lui réclame son argent. C'est 900 000 francs. Et puis surtout, sa femme Florence commence à flairer quelque chose. L'un de ses amis a récemment contacté l'OMS, pour une raison tout à fait ordinaire, et il s'est rendu compte que là-bas, personne ne connaissait Jean-Claude. En fait, la bulle est littéralement sur le point d'exploser. Jean-Claude Roman est un menteur pathologique, mais il n'est pas aveugle. Il sait que la fin est proche et qu'il doit agir en conséquence. Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Roman est assis seul, il a le regard perdu dans le noir, il réfléchit, il se pose 10 000 questions. À l'étage, sa femme et ses enfants dorment déjà, mais lui, il est incapable de fermer l'œil. Il le sait, il y a quelques jours, la banque de ses parents les a notifiés d'un déficit bancaire. Ses parents sont bientôt interdits bancaires, Chantal lui demande ses 900 000 francs, et puis sa femme Florence, elle commence vraiment à comprendre que quelque chose d'étrange se passe. Une chose est sûre, il est sur le point d'être grillé. Et mentalement, il imagine la déception sur le visage de ses parents, de sa femme, de sa belle famille, de ses enfants, et puis surtout de ses amis, quoi. Sa femme divorcera à coup sûr, tout le monde le pointera du doigt, impossible pour lui. Il est trop fier pour perdre la face. Le seul moyen pour lui de garder ce statut, c'est de se débarrasser de tous ceux qui l'obligent à vivre dans le mensonge. Jean-Claude est comme un robot. Il se rend à la cuisine, il attrape un rouleau pâtissier et là, il retourne dans la chambre où sa femme dort. Il lève le bras et il porte un premier coup et puis il en donne un second et il ne s'arrête pas. Il va frapper Florence à 6 reprises. 4 fois à l'arrière du crâne et 2 fois sur le côté droit du visage. Ensuite, tout tranquillement, il redescend au salon, il s'assoit devant la télé où là, il finit enfin par s'endormir. Le lendemain, le criminel est réveillé par les rayons du soleil. Il s'étire et il se rend à la cuisine. Là, il y prépare un bon petit déjeuner et il va réveiller ses enfants. A priori, tout va bien. Les enfants déjeunent tranquillement et puis ils vont regarder un épisode des 3 petits cochons. Ce matin-là, l'un d'entre eux va même lui faire un beau dessin. Dessin que les pompiers retrouveront dans la cuisine après l'incendie. Dessus, on pouvait lire « Je t'aime, papa ». Pendant que les enfants passent un bon moment, Jean-Claude pense à l'étape suivante de son plan. Il sait comment les empêcher de crier, il sait comment faire pour que tout se passe dans le calme. Sans aucune pitié,
quartier, Jean-Claude conduit ses enfants dans leurs chambres respectives. Ensuite, il leur dit « On va jouer, on va faire un jeu. Tu vas te coucher sur le ventre, tu vas cacher ta tête sous ton oreiller, et voilà, c'est le jeu. » Après ça, Jean-Claude sort sa carabine et il tire. Caroline recevra 3 balles sous l'omoplate gauche. Antoine recevra 2 balles, une dans le poumon et l'autre en plein cœur. Jean-Claude est maintenant le seul être vivant chez lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Le ménage. Scène totalement lunaire. Après avoir tué toute sa famille, il passe le balai, il sort acheter des journaux, il regarde la télévision. Malgré tout, il le sait, sa journée n'est pas finie. Il y a 2 autres personnes dont il doit encore s'occuper, ses propres parents. Alors, il roule jusqu'à Clairvaux-les-Lacs où vivent sa mère et son père. Une fois le repas terminé, Jean-Claude prétexte une envie de bricolage pour isoler son père et là, il lui tire une balle dans le dos. Ensuite, il fait monter sa mère à l'étage en lui disant « Ah bah je crois que vous avez un radiateur qui chauffe un petit peu trop. » Et là, il lui tire 3 balles dans le dos. Avant de rentrer chez lui, Jean-Claude exécute également le chien, un labrador blanc. Ça y est, il a fait tout le sale boulot et il s'apprête à quitter la propriété de ses parents. Mais là, il se rappelle qu'il a oublié une personne, sa maîtresse. Alors, il cale un rendez-vous vite fait avec le docteur Chantal Delalande et sans hésitation, il reprend sa voiture et se rend à Paris pour la rencontrer. Jean-Claude a encore raconté des bobards. Il dit à Chantal qu'ils vont aller dîner avec Bernard Kouchner, rien que ça. Si vous ne le saviez pas, Bernard Kouchner, c'est un ancien ministre et c'est aussi le cofondateur de Médecins sans frontières, quoi. Normal. Après avoir récupéré Chantal à Paris, ils prennent la route pour la Seine-et-Marne. Le fameux dîner doit avoir lieu dans une maison près de Fontainebleau. Mais sur le chemin, Jean-Claude s'agace. Il ne retrouve pas le chemin, il est un peu perdu, et finalement, il s'arrête dans une clairière pleine forêt de Fontainebleau. Et c'est là qu'il pète un câble. Il asperge sa maîtresse de gaz lacrymogène, et puis il essaie de l'étrangler. Chantal est prise de court. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? Elle se met à hurler « Arrête, arrête !» Pense à mes enfants. Et là, bizarrement, Jean-Claude, qui vient de tuer toute sa famille, est pris d'état d'âme. Lui qui a tué ses propres enfants. Alors, il retire ses mains du cou de Chantal, et là, il lui raconte un autre de ses bobards. Tu sais, c'est ma tumeur, elle me donne des accès de colère parfois, mais s'il te plaît, n'en parle à personne. Chantal promet. En fait, elle n'a qu'une seule envie, qu'il la dépose chez elle, alors elle dira tout ce qu'il a envie d'entendre. Jean-Claude est à présent seul, au milieu de la nuit. Il a tué sa famille proche, et surtout, il est sur le point d'être démasqué. Il sait ce qu'il lui reste à faire. Aux alentours de 22h, il est de retour chez lui, et il décide de verser de l'essence dans certaines pièces de sa maison. Vous l'avez compris, c'est lui qui a mis le feu à sa maison. Vers 4h du matin, quand les éboueurs commencent tout juste leur tournée, il a bien calculé son plan, Jean-Claude Roman allume les feux, il avale des barbituriques qui sont périmés depuis 10 ans et il se couche en s'assurant de laisser le volet entrouvert. Il veut quand même être sauvé, hein. Il plonge dans un coma. Pour la première fois depuis 18 ans, il est en paix. Et la suite, vous la connaissez. Quand Jean-Claude Roman se réveille, les agents de police savent absolument tout. Ils savent qu'il n'est pas médecin, ils savent qu'il ne travaille pas à l'OMS, ni à l'INSERM, ni à l'université de Dijon. Et surtout, ils savent qu'il a tué ses enfants, ses parents et sa femme. Au début, Jean-Claude nie. Ça fait 18 ans qu'il ment. Alors, peut-être que cette fois-ci, ça va encore passer. Grosse erreur. Les preuves s'accumulent contre lui, alors il n'a d'autre choix que d'avouer. Le 2 juillet 1996, Jean-Claude Roman est reconnu coupable du meurtre de ses 5 proches. Et il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Il faut savoir que le criminel est sorti de prison le 28 juin 2019 et que par la suite, il est allé vivre dans une abbaye. 2 ans plus tard, il a quitté cette abbaye pour aller s'installer dans le quartier. Au moment où je vous parle, cet homme est libre comme l'air. Jean-Claude Roman, c'est vraiment l'un des meurtriers français les plus intrigants. Lors de son procès, il a eu une phrase qui résume bien son pourquoi. « J'ai tué ce que j'aime, mais je suis enfin moi. » Selon les psychiatres qui l'ont examiné, c'est une personne profondément narcissique. C'est une personne qui a une très haute opinion de lui-même, qui se sent très supérieur aux autres, et du coup, il a un peu l'impression d'avoir droit aux meilleures choses de la vie, sans avoir à lever le petit doigt. En tout cas, les médecins qui l'ont examiné ont été clairs, il ne souffrait d'aucune maladie mentale au moment où il a assassiné sa famille. C'était juste une personne très autocentrée, tellement autocentrée qu'il a même été baptisé la rage narcissique. En 1975, Jean-Claude Roman a dit un mensonge. Un seul mensonge.
Rien de méchant. J'ai eu mon examen de 2e année de médecine. Et ensuite, il s'est accroché à ce mensonge. Il l'a défendu corps et âme au point de commettre l'irréparable. Grosse vidéo, gros sujet et affaire aussi passionnante. Ça me fait penser un peu à la trend sur TikTok de l'effet papillon. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. L'effet papillon, c'est simplement le fait qu'un petit événement puisse définir le reste de votre vie. Et en l'occurrence, pour Jean-Claude, ça a été un seul mensonge. C'est fou à quel point un mensonge, une petite chose, un petit événement peut changer le reste de votre vie. Bon après bien sûr dans ce cas-là il y avait aussi une personnalité comme je vous l'ai dit très narcissique qui rentrait en compte, mais ça reste assez dingue. Si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux en attendant la prochaine vidéo. Et puis bien sûr prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite.